quand je dis qu'on est 100, on est 100, mais on a peut-être 60 coiffeurs là-dedans. Wow. Est-ce que tu savais que l'industrie de la beauté en Afrique vaut 57 milliards de dollars? Et là, Chez nous, on a peur de prendre un crédit. ouais, On a peur de prendre un crédit parce que directement, quand tu te dis crédit, tu te dis « Ouh là là, je vais perdre tout ce que j'ai, je vais perdre ma maison. Ouais. En fait, tu as cette idée d'échec déjà dans ta tête. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode du Ladies Business Podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale qui vient de l'Afrique, qui vient plus précisément du Congo. Bonjour Gisela. Bonjour Sheila. Merci d'avoir répondu oui à cette invitation. Merci de m'avoir invitée. Super, c'est un honneur pour nous de t'avoir ici sur ce plateau. Alors, qui est Gisela Vanouk? Alors Gisela, c'est une jeune fille de Goma, originaire de Goma. Donc en gros, je suis née à Goma, j'ai grandi entre là-bas et l'Angleterre. D'accord. Et donc je suis allée habiter en Angleterre quand j'avais autour de 14 ans. Ok. Et donc j'ai fait mes études secondaires, mes études universitaires aussi en Angleterre. Et j'ai décidé de retourner en Afrique en 2015 avec mon mari, mon fiancé à l'époque. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je suis juriste de base. Oh, ok. Je suis juriste, mais aujourd'hui entrepreneur. Voilà. Je D'accord. suis maman. Ah oui, pas oublier. Faut pas oublier. Je suis donc mariée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je suis aussi maman de 2 beaux enfants. Ah, gloire à Dieu, super. Amen. Et du coup, donc, à tes 14 ans, t'es partie pour la première fois en Angleterre. Mm. Pourquoi tes parents ont choisi l'Angleterre? En fait, déjà, c'était pour des raisons d'instabilité. Comme j'ai dit, je viens de Goma, c'est un peu l'endroit avec beaucoup d'instabilité Ouais. politique, économique, etc. Mais aussi, de l'autre côté, mon père voulait bien qu'on soit éduqués en anglais. Donc, je parle déjà français, je parle swahili, je parle lingala, etc. Donc, Ok. mon père voulait vraiment qu'on ait une éducation en anglais. Donc ça, c'était Ok. aussi l'une des raisons pourquoi il a choisi l'Angleterre. Ok, super. Et est-ce que tu as grandi dans un environnement entrepreneurial? Tes parents sont des entrepreneurs? Alors, oui et non. Ok. Mon père, il est aussi juriste, donc mon père était avocat quand je suis née déjà. Et il a été en politique aussi en RDC, mais ma mère a toujours été entrepreneuse. Donc, Ok. ma mère a toujours été entrepreneuse. D'ailleurs, elle a eu des salons de coiffure. Elle est passée par les ventes de pagnes, les ventes de produits pour tout, en fait, des vivres frais. Ma mère a tout vendu. Donc, Une bonne vendeuse. exactement. Elle nous a appris dès le bas âge. Et elle nous le dit jusqu'aujourd'hui. Une femme sans argent, franchement, Ça ne c'est va pas. pas un très très bon exemple. Il faut absolument apprendre à chercher l'argent. Ma mère, elle nous a toujours J'aime. dit ça. Super. Donc oui. Donc à part ma mère, il y a mes sœurs qui sont aussi très très entrepreneuses. Elles ont été particulièrement ma sœur Barbara. J'ai une grande sœur, celle Ok. après qui je viens, qui je me souviens quand on était petite à la maison, et ça c'était à Goma à l'époque. Elle faisait des chapatis. Vous savez ce que c'est des Non. chapatis? C'est des sortes de crêpes comme ça, Ok. des crêpes salées. Elle les faisait à la maison et elle nous les vendait. Elle nous les vendait. En fait, je viens d'une très, très grande famille, donc elle faisait ses chapatis, elle me les vendait. Donc, tu n'avais pas d'argent, tu pourrais en manger, mais tu lui payais après. Ok. Donc, en gros, tu savais très, très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, Ouais. elle est aussi entrepreneuse et elle tient une entreprise avec une chaîne de magasins de vêtements de luxe. Donc, elle a Oh, toujours... wow. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été autour Ok. de moi. Ouais. Oui, donc tu as grandi dans un environnement un peu entrepreneurial, surtout Exactement. côté de ta maman. Ouais. Ok, super. Et pourquoi tu avais choisi les études de juriste, de droit? En fait, premièrement, parce que je voulais vraiment
je sais pas comment on dit ça en français, mais follow the footsteps of my father. Donc, en OK. gros, je voulais vraiment Suivre les pas? suivre les pas de mon père, OK. qui lui était avocat. Et dès le bas âge, j'appelais ses amis, enfin ses collègues, je les appelais confrères, parce que je les entendais dire confrères. Donc, pour moi, c'était super intéressant. Je me disais, oui, confrère, confrère, parce que moi aussi, je veux être avocate quand je grandis. Mais il y a une deuxième raison, c'est que, comme j'ai dit, à Goma, c'était pas très, très facile. Ouais. Depuis mon bas âge, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des guerres, des trucs comme ça. Donc moi, je voulais vraiment apprendre. En fait, pour moi, je pensais que le problème était vraiment dans les lois du Congo. En fait, je voulais vraiment OK. apprendre comment, à travers le droit, c'était possible de changer ces problèmes-là. C'était possible d'ériger des lois qui permettent un meilleur développement Pour le pays. Exactement. Mmh. Et donc, pour moi, c'était ça l'idée. Je voulais faire le droit pour un jour retourner au Congo et essayer de changer les choses à travers le droit. OK, super. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Goma, c'est à l'est du Congo, Ouais. là où il y a la guerre depuis des années et où ça s'arrête pas encore malheureusement. Voilà. OK, super. Donc là, tu es en Grande-Bretagne. C'était dans une grande ville ou Alors, j'ai grandi à Londres. Oh wow, Ouais, OK. j'ai grandi à Londres, au nord de Londres. Et j'ai quitté Londres. Je suis partie faire mes études universitaires Mhm. au Pays de Galles, à Cardiff précisément. OK. Donc, je suis restée là-bas pendant 3 ans, mais j'ai fait des études de droit franco-britannique. Donc, ça veut dire qu'une partie du droit britannique et une partie du droit français. J'ai dû partir à habiter en France pendant 1 an OK. pour faire la partie, donc la licence en droit français aussi. Oh wow. Donc, je suis retournée, après mes études, je suis retournée habiter à Londres et c'est là que j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats américain avant de retourner en Afrique. OK, tu as travaillé pendant combien de temps C'était pendant 2 ans et demi. 2 ans Ah et oui. demi seulement. OK. Ouais. Donc 2 ans et demi, tu as été salariée, on va dire. Exactement. OK. Ouais. Et pendant ces 2 ans et demi, tu avais déjà essayé de lancer des business ou... Alors, pas du tout. À chaque fois qu'on rentrait en vacances, ma sœur, Barbara, encore Oui. une fois, elle prenait plein de valises avec des vêtements. Elle allait chez Pour Primark revendre. et tout ça pour mettre tous les trucs dedans pour aller revendre à tout le monde. Et elle me dit, mais ouais, pourquoi toi, tu prends pas des trucs à aller vendre? Attends, Ouais. les gens aiment bien acheter. Je fais, oh loulou. Moi, je suis pas entrepreneur. J'ai pas le temps de commencer à courir derrière les gens pour payer. Les gens aiment OK. bien acheter à crédit, Oui. etc. Moi, je suis bureaucrate et c'est ça, en fait. Moi, je suis pas du tout entrepreneur. Donc non, à ce moment-là, j'étais vraiment focalisée sur mon travail et il faut dire quand même que je travaillais dans un cabinet qui était assez intense. OK. Ici, donc, les cabinets américains, en gros, c'est que on travaille avec la maison mère qui est, ici, c'était à Boston. Et donc, j'étais tellement junior qu'évidemment, c'était pas les travaux les plus prestigieux que j'avais. Donc, du coup, je travaillais très, très tard. Je commençais très, très tôt. J'avais vraiment pas le temps de quoi que ce soit d'autre. Et en tant que jeune juriste, on essaie vraiment to prove yourself. Donc, du coup, on travaille, mais vraiment toute la semaine, du lundi à dimanche, au moins 3 semaines d'affilée. Et des fois, jusqu'à 9h du matin le lendemain. Ouais, C'est exactement comme dans la série Suits. Ah, Ouais, c'est ça que j'allais dire. c'était C'est vraiment comme à la exactement ça. télé, quoi. Exactement. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui a fait le cap que tu as voulu changer ou de commencer ton entreprise? Si tu peux d'abord nous expliquer c'est quoi Zouri? Ouais. Alors Zouri, c'est une entreprise, c'est une plateforme de beauté. D'accord. Ouais. Et qui se base pas mal sur la tech. Ça, c'est une partie de Zouri que les gens ne voient pas Oui, trop. c'est ça que j'allais dire. Ça, je n'ai pas trouvé. Donc, on est tech-enabled. OK. En gros, c'est une entreprise de beauté. D'un côté, nous sommes dans les extensions capillaires, nous sommes dans les services de salon de beauté, nous sommes dans les produits de beauté, donc produits capillaires, produits cosmétiques et tout ça. Mais en gros, c'est grâce à la tech qu'on est capable de se développer et qu'on est capable même de gérer nos opérations dans les différentes entités dans lesquelles nous sommes.
OK. Donc aujourd'hui, je suis capable de vous dire, par exemple, que Madame Chella est passée à Kinshasa à 15h45. Elle a acheté tel ou tel produit et comme elle l'a acheté, du coup, il en reste 13 dans le stock. Il va falloir recommander à tel ou tel moment, mais quand elle est passée, ça faisait 6 mois qu'elle n'était pas passée. Donc, il faut lui envoyer Waouh! tel ou tel message automatiquement, etc. Donc, tout ça, c'est que grâce à la tech, on est capable à le faire. Même si je ne suis pas à Kinshasa. Il y a des entités dans lesquelles j'ai pas été depuis plusieurs années, mais quand OK. même, ça arrive. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Zori, et c'est une plateforme qui, aujourd'hui, grandit Mmh. en Afrique et en dehors aussi de l'Afrique, quoi, à OK. l'international. OK, super. Et Zuri a commencé quand? Alors, Zuri a commencé en 2016. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais en Angleterre et puis à un moment donné, en 2015, Mmh. on décide d'aller vivre en Afrique. Et quand je dis on, je veux dire, c'était plus mon mari, Oui. mon fiancé à l'époque, qui décide de... Il avait sa boîte d'énergie solaire, OK. en gros, qui œuvrait en Afrique. Et donc, pour lui, il était évident que, Parfait. voilà, qu'on parte habiter en Afrique. Et donc, moi, je pars en Afrique et en ce moment-là, je vais prendre le rôle de chargée du département juridique d'une entreprise britannique OK. là-bas. Donc, c'était une entreprise qui était dans différents pays. Et donc, moi, je gérais la partie juridique de cette entreprise dans les différents pays, donc le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Et donc, voilà, en arrivant, moi, je me dis, waouh, c'est super, on va aller en Afrique où il y a beaucoup plus de femmes africaines, Oui. évidemment. Je vais avoir facile à trouver des produits de beauté, surtout pour Mmh. mon teint, des produits capillaires, etc. Et donc, j'arrive, Rien. il n'y avait rien du tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Comment ça se fait que dans un continent où il y a autant de femmes... Et donc, je commence à faire des recherches pour savoir comment ça se fait, en fait. Mmh. Déjà, au départ, j'ai porté des extensions capillaires depuis que j'étais toute petite, enfin, depuis que j'avais 14-15 ans. Et en Mmh. Angleterre, c'était facile à avoir. Là-bas, c'était Ouais. impossible. Et donc, il y avait pas mal d'amis qui me demandaient, ouais, la prochaine fois, quand tu voyages, est-ce que tu peux en ramener, etc. Donc, je commence à faire des recherches et je me rends compte, en fait, j'ai trouvé pas mal de choses que je trouvais très, très choquantes. Mmh. La première déjà, est-ce que tu savais que l'industrie de la beauté en Afrique vaut 57 milliards de dollars? Et là? 57 milliards de dollars en Afrique. Par contre, il n'y a que 10% de cet argent-là qui revient à des entreprises tenues par des femmes africaines. C'est choquant, d'autant plus que les femmes africaines, il y a plusieurs recherches qui montrent que les femmes africaines dépensent 6 fois plus que d'autres femmes Ouais. quand il s'agit des produits de beauté Mmh. et des services de beauté. Ouais. 6 fois plus, ok? C'est énorme. C'est énorme. La quatrième chose, c'était que, en tout cas autour de moi, hein, je ne sais pas pour la Belgique, c'est peut-être différent, mais en Mmh. Afrique, la majorité des femmes qui sont dans le secteur de la beauté, que ce soit des make-up artistes, que ce Mmh. soit des coiffeurs, ne sont pas dans ce secteur-là parce qu'elles ont fait des grandes études. Mmh. Elles sont là parce que, allez, tu vas être coiffeuse parce que tu as fait les cheveux de ta tante, de tes petites sœurs, depuis que tu étais toute petite, tu as appris à le faire, c'est des autodidactes. Mmh. Mmh. Ok. Donc, elles ont une capacité presque innée Oui, quand c'est il vrai. s'agit de beauté, de make-up, de tout ça. Combien de femmes aujourd'hui sont en train de mélanger leurs propres produits, etc. Ouais. Et c'est ce qui Il y en a marche, plein. ce qui ne marche pas. Et donc, en fait, quand je fais les maths, je me dis, un continent qui vaut 57 milliards de dollars en termes d'industrie de beauté, il y a des femmes consommatrices parce que 6 fois plus que les autres femmes, elles sont prêtes à consommer, elles consomment malgré leur situation, malgré, voilà, en termes de beauté. Mmh. De 3, il y a des femmes qui ont une capacité innée dans ce secteur-là. Ouais. Donc, il y a des femmes qui sont capables de produire, qui sont capables de créer des produits, créer des services de beauté, etc. En même temps, il n'y a que 10% qui reviennent. Je me disais, mais attends, C'est pas normal. c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, pourquoi est-ce que dans ce continent,
en fait, le secteur de la beauté ne nous revient pas, par exemple, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, etc. Et donc, pour moi, c'était évident, il était important de créer une entreprise qui change cela. Vraiment une entreprise qui ramène le plus de femmes africaines que possible dans le secteur pour qu'on ait notre part du gâteau. Donc, c'était pour moi le plus important. Mais maintenant, c'était bien, hein, mais j'étais juste une jeune juriste qui n'avait ni argent, ni produit, ni rien. Et je me souviens, en fait, pour une petite anecdote, lorsque mon mari m'a rencontrée, ça lui a pris au moins 6 mois pour qu'il sache que mes cheveux n'étaient pas mes vrais cheveux. Ok. Et je me souviens le jour où je lui ai dit, il m'a dit, mais en fait, attends, toutes ces femmes que je vois au Sénégal, je sais pas moi, qui ont des super longs cheveux, c'est pas des vrais cheveux. Je dis, mais non. Ah, mais en fait, il faudrait, c'est un vrai business, il faudrait absolument qu'on crée un business. Ouais, voilà, on a juste rigolé, mais on n'a même pas pensé à le faire. Mais voilà, plusieurs années plus tard, on s'est dit, mais en fait, il y a un marché, il y a un énorme marché en Afrique. Donc, à l'époque, je me suis rendu compte que la majorité des gens qui étaient dans ce secteur, c'était souvent des Chinois, des Indiens, qui n'avaient pas forcément une connaissance exactement de la demande des femmes noires, de ce dont on avait besoin en termes de cheveux, en termes de make-up, en termes de tout le reste. Et que les grandes entreprises, pour moi, were failing African women. En gros, les produits qui étaient disponibles n'étaient pas forcément faits pour nous. C'était peut-être un peu plus d'inventaire de Paris qu'on envoie, voilà. Parce que quand tu vas dans un magasin et que tu demandes un rouge à lèvres nude, qu'on te donne un rouge à lèvres rose, ça va pas. C'est pas pour moi. Ça peut être pour une autre personne de peau claire, etc. Donc, l'idée, c'était de commencer par acheter des produits. On achetait des extensions capillaires qu'on faisait venir et qu'on vendait à travers la voiture de mon père. Donc, mes sœurs et moi, donc en gros, on a ouvert une page Facebook. Ok. Et en moins d'1 an, on avait déjà plus de 150 000 followers. Wow. En moins d'1 an. En gros, on avait beaucoup plus de demandes qu'on avait de produits à fournir, exactement. Okay. On avait des clientes qui nous téléphonaient d'aussi loin que Massina. Wow. Donc ça a vraiment commencé au Congo alors? Exactement, Zouri a commencé à Kinshasa. D'accord. Donc, et donc, mes sœurs prenaient la voiture de mon père. Nous, on habite, mon père, en tout cas, il habite à ma campagne. Okay. Donc, on allait jusque si loin sans... Il n'y avait pas de mobile money. Hein. Il n'y avait pas de mobile money, il n'y avait de rien aujourd'hui. C'était genre, OK, madame, je vous ai vu sur Facebook, envoyez le stock, etc. Venez avec. Et donc, on va prendre la voiture, on va rouler pendant 2 heures les embouteillages de Kinshasa. On va aller jusque là-bas sans garantie qu'elles vont acheter. Donc, on pourrait arriver là-bas, qu'elles nous disent finalement, non, finalement. Ou alors même que je suis même pas là. On arrive, le téléphone passe plus. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et Dieu merci, c'est parti assez vite. Donc, on avait encore plus de demandes. Et je me souviens, à un moment donné, mon mari me dit, écoute, il va falloir trouver un local, ouvrir un vrai magasin. J'étais là, genre... Hein? Ouais. Non. Et quand tu as commencé donc en 2016, à côté, tu travaillais encore Alors, je travaillais encore au départ. Dans la société? Oui, je travaillais encore au départ. Et donc, c'est mes sœurs qui faisaient les va-et-vient. OK, qui venaient t'aider. Ouais, donc à l'époque, moi j'achetais les produits, j'envoyais à mes sœurs qui étaient à Kinshasa et donc on faisait les shipping. On va avoir des clientes qui nous appellent de Kolwezi, de Goma. Madame, envoyez-moi. Madame, comment on va faire pour vous envoyer? Voilà. Mais au départ, je travaillais. Mais très rapidement, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, donc mon fils. Et directement après sa naissance, il avait 9 mois que je suis tombée enceinte de ma fille alors. Oh wow. Et donc, c'était assez dur de combiner et le boulot et ça sur le côté, les enfants. Et donc, moi, je me suis dit, je vais prendre un break. Je trouvais qu'il y avait pas mal de potentiel dans ce secteur-là, que j'allais prendre un break pour faire autre chose et me concentrer sur... mon business. Voilà, je me disais, bon, je vais prendre 1 an et puis je reviens. 8 ans. T'es pas revenue. Je suis pas retournée. Voilà. Donc, non, c'était ça. Et puis, à un moment donné, mon mari me dit, mais non, pourquoi vous lancez pas un magasin? Je dis, mais non, un magasin, on va avoir des tracasseries, etc. etc. Surtout au Congo, c'est pas facile. Exactement, ouais. Mais j'oublierai pas, il me dit,
si tu veux avoir un business mobile où tu vends tes extensions à travers ta voiture et c'est ça que tu veux avoir, tant mieux. Mais si tu veux avoir une entreprise qui fleurit et qui se développe, tu es Ouais. obligé de passer par la partie formelle, quoi. Ouais. Et de Donc, faire une structure. exactement. En fait, lui aussi, juste pour un background, il est entrepreneur aussi et il a lancé avec ses collègues depuis 2010 une entreprise qui est étendue dans différents endroits. Donc, il avait pas mal d'expérience à me partager. OK. Donc, c'était comme ça que Zori a commencé. Génial. Ce que j'aime bien, c'est que Zouri a commencé avec une demande. Parce que souvent, on lance un business Exact. par passion ou parce qu'on se dit « Oh, ça a l'air chouette, on lance, mais s'il n'y a pas une demande, ben, souvent le business va pas fonctionner. » Exactement. Donc ça, c'est super que tu as commencé par une demande. Et puis aussi, le côté social, que tu as vu que, mais attends, nous, les femmes noires, Ouais, ça n'a pas de sens. tout le marché est dirigé par, on va dire, des non-africains ou des Chinois ou des Asiatiques ou des Indiens, et c'est pas normal. Et je pense que même ici, si on regarde les chiffres en Belgique, je pense même que c'est la même chose. Ah, mais C'est-à-dire oui. les grandes marques, je pense, ça appartient pas à des femmes noires. Et donc, j'aime aussi ce côté-là de pouvoir promouvoir cela. Et surtout que c'est fait avec sérieux. Parce que comme tu disais, il y a beaucoup de femmes qui font leurs produits à la maison, mais c'est pas reconnu. Parce qu'ici en Belgique, il faut être reconnu, c'est pas formalisé. Exactement. Donc on peut pas arriver, on peut peut-être commencer avec ça, mais là où il y a l'importance d'aller vers une structure et de voir À un quelque chose moment de grand. donné, il faut faire le pas. Ouais. À un moment donné, il faut... ça, c'est vraiment l'une de mes Mais à grosses quel batailles. moment Ouais. il faut faire le pas, tu dirais? Pour moi, il faut faire le pas dès le départ. De tout de suite formaliser? Et il faut faire le pas dès le départ. Parce qu'en fait, je me souviens, lorsque mon mari m'a dit, écoute, il faut absolument qu'on formalise, pour moi, j'étais confortable. J'étais très confortable dans le fait qu'on peut faire de l'argent sans que personne nous embête. Oui. Hein. Bah, écoute, que ça fasse de l'argent, que ça fasse pas de l'argent, j'ai pas de responsabilité, Ouais. j'ai rien. Mais en fait, ça, pour moi, c'est l'ennemi de l'entrepreneur. Au moment où tu fais le pas, au moment où tu te lances et que tu es formel et que tu as un loyer à payer, tu as des employés à payer, que tu déclares les choses, tu n'as plus le choix que d'avancer. Okay. C'est un train qui ne s'arrête plus. Ça te donne une force. Ça te pousse, ça te donne une force et ça t'oblige un peu à faire mieux. Et en voir fait, grand. Voilà, et à ne pas avoir de choix que de faire mieux. OK. Parce qu'à ce moment-là, tu es engagé, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je pense que le fait de formaliser... Et ça t'ouvre beaucoup de portes, en fait. Okay. Ça t'ouvre les portes en termes de... déjà, par exemple, aujourd'hui, il est très, très difficile, et ça, on va en parler après, il est très, très difficile d'avoir un prêt bancaire pour une entreprise en Afrique, encore une entreprise de femmes en Afrique dans le secteur de la beauté. Personne ne te fait confiance. Tu vas pas aller à la banque pour dire, voilà, j'ai une grande idée, je vais faire une entreprise XYZ. Déjà, de un, on va te demander une maison, on va te demander des collatérales, que déjà tu n'as pas, évidemment, parce que voilà, tu commences une petite entreprise, t'as pas déjà tout ça, mais en même temps, tu n'as pas de mouvement. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans le secteur de la beauté, mais qui, évidemment, après, tu as un salon de coiffure où tu as même tes produits. À la fin de la journée, tu vas dire, écoute, prenez de l'argent, allez acheter des tomates, allez acheter ceci. Il n'y a pas des mouvements. Voilà, dans la banque que tu pourrais présenter pour dire, voilà, j'ai une très grande entreprise, voici ce que je fais comme sur le chiffre, compte etc. des traces, en fait. Voilà. Okay. Donc, et tout ça, c'est super important pour formaliser l'entreprise, pour pouvoir développer l'entreprise, parce que même si quelqu'un voulait investir dans ton entreprise, il a besoin de preuves. Oui. Est-ce que tu penses à un côté qui est chez nous dans notre communauté, en fait, qu'on n'aime pas formaliser les choses, ou c'est un truc plus général? Je ne pense pas que c'est juste qu'on n'aime pas formaliser les choses, mais c'est aussi le fait que, en fait, tout n'est pas de notre côté. D'accord. Il y a une partie de ça. Faut dire que
déjà, de base, on n'a pas cette culture-là. Voilà, ouais. OK? On n'a pas cette culture-là, tout simplement parce que comme, on va dire, on est entouré des femmes qui se battent et qui peut-être apprennent à faire un business au jour le jour. Ouais. OK? Je sais qu'il faut que je parte de chez moi pour aller chercher de l'argent pour faire à manger le Oui, soir, pour par exemple. nourrir Pour ma famille. nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants, etc. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs recherches qui montrent qu'il y a plus de femmes entrepreneurs Oui. en Afrique que d'hommes. Oui, oui. OK? Donc, les femmes ont vraiment cette responsabilité-là, Koluka, Oui. comme on dit. La Donc, niaque, voilà, c'est ça. Donc, elle va aller chercher, elle va revenir. Maintenant, l'éducation. C'est la deuxième chose. Chez nous, on a peur de prendre un crédit. Oui. On a peur de prendre un crédit parce que directement, quand tu te dis crédit, tu te dis « Ouh là là, je vais perdre tout ce que j'ai, je vais perdre ma maison. Ouais. » En fait, tu as cette idée d'échec déjà dans ta tête. Oui. Si je prends un crédit, je ne vais jamais pouvoir le repayer. On met une peur déjà dès le Les début. gens sont fiers de dire que moi, j'ai jamais pris de crédit. Oui, c'est vrai. Moi, C'est je vrai. ne prends pas de crédit. Moi, j'ai jamais pris de crédit. Mhm. Donc, à un moment donné, si personne ne va te financer, en Afrique, plus de 70% de femmes ne sont pas financed. Même aux États-Unis, il n'y a que 0,2% de femmes noires qui ont des financements de, comment dire, des fonds, hein, des fonds de, comment ça s'appelle? Institutional companies. Donc, en gros, si aux États-Unis, ils ont ce problème-là, en Afrique, c'est encore pire. Ouais. C'est plus de 70%. Ouais. Donc, si tu n'as pas d'investisseur, OK, qui va financer ton idée, ton entreprise, tu ne sais pas prendre de crédit déjà parce que tu n'es pas formel, et voilà. Et que même les banques ne font pas confiance. On a des taux d'intérêt de genre 18%, de 20%. Oui, c'est énorme en Afrique. Tu es coincé. Tu es en fait coincé dans une sorte de, comment dire, de structure qui ne peut pas se développer très rapidement parce que you don't have the finances. Donc, c'est un peu ça. C'est pas que c'est une culture de ne pas vouloir être formel, mais il y a pas mal de choses dans ton environnement qui ne t'encouragent pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, oui, c'est clair. Ok, super. Et c'est quoi la signification de Zuri? Zuri, ça veut dire excellent en Swahili. Oh, Ouais. wow. C'est exactement ça. Ça veut dire excellent en Swahili. Pour moi, c'était l'idée de créer quelque chose d'excellent. Ouais. C'est de créer une entreprise, en fait, qui donnait confiance à la Aux femme. femmes. Voilà, c'est ça. Une entreprise vraiment où on pouvait sentir l'excellence from le produit, les services. Et tout ce qui allait avec, Ouais, et même le service résultat. client, tout, Voilà, oui. ouais, c'était ça en fait. Ok, super. Et du coup, donc tu as commencé avec le premier magasin. Après la voiture, on passe au magasin. À Kinshasa, ouais. Et c'était juste un magasin pour les mèches? Il y avait déjà des produits? Alors, au départ, c'était juste un magasin. Hein. Il n'y avait pas de service. C'était juste un magasin d'extension capillaire. Donc, à l'époque, c'était plus des tissages. Hein. Ok, ouais. Il n'y avait pas encore beaucoup de perruques à Kinshasa. Franchement, je suis très, très fière de le dire. On était les premiers à ramener des perruques et des laisses frontales en RDC. Et encore, on a eu des gros challenges parce qu'à l'époque, on pensait que la perruque, en fait, c'était un truc de mémé que tu mets sur la tête et qui tombe. On avait plein de clientes qui nous disaient très facilement, genre, non, moi, je ne peux pas mettre de perruque, ça va tomber sur ma tête. Voilà. Donc, on avait du mal à vendre les perruques au départ. Donc, c'était d'abord ça. Et on avait plein de gens qui nous disaient, mais pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas tout simplement un salon de coiffure? Et moi, j'avais peur. Je disais même à ma mère, elle a eu un salon de coiffure à l'époque. Mais oui, pourquoi? Je dis, maman, j'ai pas envie d'avoir des employés. J'ai pas envie d'avoir plein d'employés. On avait une seule vendeuse et nous, ça nous suffisait. Les gens venaient acheter des extensions chez nous et ce qu'on faisait, on a lancé des partenariats avec des coiffeurs locaux. Et donc, nous, on leur disait, nos clientes achètent chez nous, mais ils ont besoin d'un coiffeur qui peut le faire. Faire les services. Donc, nous, on t'envoie des clientes. On ne demandait rien du tout à ces femmes. Pour nous, c'était une façon de collaborer, de aussi ramener des clientes à ces différentes coiffeuses et tout. Et donc, c'était très bien. Mais en fait, on s'est développé par rapport à la demande qu'on avait.
Très rapidement, nos clientes commençaient à nous dire: «Mais écoutez, on achète ces extensions qui coûtent cher chez vous, Mhm. mais on n'a pas de produits pour entretenir ces produits, ces extensions. Ok. On n'a pas de produits pour, je sais pas moi, les coller et Mhm. tout le reste». Et à l'époque, même pour nous, on devait faire venir des produits de Londres Oui. et d'autres endroits. Et donc, pour nous, on s'est dit: «Mais en fait, si les clientes en ont besoin, on va en faire venir», et d'où, le début des produits de Zouri. Zoé. Et pour moi, je ne voulais pas juste ramener des produits, que j'allais acheter dans un magasin de cheveux, hein, comme Ouais. on trouve à Matonnier et à Mhm. Et d'autres de juste endroits. faire une revente. Exactement. Je me suis dit: «Mais en fait, il y a tellement de demandes qu'on peut tout simplement, hem, produire, hein, Ouais. créer ces produits nous-mêmes». D'accord. Sorry, je suis beaucoup plus anglophone Non, que non, non, il n'y a pas francophone, de vous allez souci. remarquer rapidement. Donc en fait, pour nous, c'était de créer ces produits nous-mêmes Ok. et voilà, les customiser. Au départ, on a commencé par du white labeling. Donc le white labeling, c'était que tu achètes le produit qui est déjà fait, on te met ta marque Ah, dessus ok, et tu ok. commences à les vendre. Et après, bah, on n'était pas satisfait. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui créent ces produits, en majorité, ne connaissent pas ce dont Mhm. on a besoin. Mhm. Donc nous, au plus on achetait, au plus on devenait acheteur important, assez important on s'impliquait dans la création de différents produits. Par exemple, cette colle, elle marche pas bien dans l'humidité, il faut faire Mhm. ceci, il faut rajouter ceci, cela. Donc, on travaille avec des chimistes, des chimistes. Ouais. Ouais, voilà, donc pour faire tout le travail derrière. Donc, c'est comme ça qu'on a rajouté la partie des produits. Donc, une fois, c'était le sérum pour les extensions, parce Ok. qu'en fait, quand les gens allaient dans les salons, on leur mettait des produits faits pour nos cheveux en Mhm. dessous des perruques, Ah, ça, qui c'est sont bien, ça. beaucoup plus huileux et qui ne sont pas les mêmes produits dont les cheveux Dans les caucasiens, je veux mèches. dire, ont besoin. Ouais. Voilà. Donc, nous, on a créé les produits spécifiques pour les mèches et pour Mhm. tout le reste. Voilà. Donc, c'était ça. Et après, notre clientèle revenait encore pour nous dire: écoutez, c'est bien de nous envoyer dans d'autres salons, mais franchement, ils ne sont pas spécialisés, Ouais. malheureusement. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir même un seul coiffeur spécialisé pour que nous, on vienne, on achète et on fait nos propres poses chez vous Ouais. directement? Parce que c'est plus simple et c'est plus facile, voilà. Et donc, à l'époque, ça tombait bien parce que il y a une Congolaise Mhm. qui, elle est à Paris depuis plusieurs années. C'est une coiffeuse, elle est spécialisée aussi dans les extensions capillaires. Elle s'appelle Fanny, Fanny's Beauty. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. De nom, mais. Lorsqu'on a ouvert notre premier salon de Mhm. coiffure à Kinshasa, ça tombait qu'elle arrivait. Et donc, moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit: écoute, nous, on a commencé le business, on est vendeur, mais Ouais. pas forcément coiffeur. Est-ce que ça serait possible que quand vous êtes à Kinshasa, qu'on fasse une sorte de masterclass ou un truc Ouais. comme ça? Et je ne l'oublierai jamais. Et quand je parle de collaboration, franchement, il y a toujours des gens comme ça qui vous ouvrent une Des porte. portes. Ouais. Fanny, je ne l'avais pas encore rencontrée. Elle m'a dit: écoute, ma sœur, moi, je suis dans le même business que toi, mais je vais vous pousser. Elle nous a fait un énorme discount Wow. pour pouvoir juste nous faire le training, parce qu'elle dit que franchement, il est grand temps qu'à Kinshasa aussi, il y ait des services comme ça. Ouais. Donc, elle a formé notre première équipe à Kinshasa. Ah, Ouais. génial. Elle a formé notre première équipe à Kinshasa et elle est repartie. Je ne l'ai C'était dans rencontrée quelle que genre année? 4 ans plus tard. C'était en 2018. Ok. Ouais, Ok, en ok, ok. 2018. Donc, très rapidement, on a ouvert notre premier herbar aussi en Ouganda. Il y a une très grande amie de la famille que je considère comme ma sœur aujourd'hui, Mhm. Nadège, qui m'a dit: mais écoute, attends, ce business, il marche bien à Kinshasa. Moi, j'aimerais bien aussi me joindre à toi. Moi, j'habite en Ouganda, j'habite à Kampala. Est-ce qu'on n'essaierait pas de lancer une entité de cette Ouais. entreprise ici, à Kampala, pour voir comment est-ce que ça marche? Et donc, à l'époque, mais vraiment, une femme qui se dit: mais écoute, moi, j'aime bien. Et le fait que j'ai quitté mon boulot, Ouais. elle m'a dit: écoute, moi, j'aimerais bien soutenir et voir comment ça se passe, etc. On le Ah, fait, si ça génial. marche pas, tant pis, mais on Mhm. le fait. Et donc, on a lancé Zouri Ouganda ensemble à ce moment-là. Et ça marchait très bien. Et donc, elle a dit: écoute, moi, je veux bien investir au niveau du groupe. Et on a eu d'autres amis qui aussi m'ont vu
partir de mon boulot. Il y en a pas mal avec qui je travaillais dans l'entreprise qui m'ont dit, Gisela, tu quittes ton boulot pour aller faire cette entreprise. Écoute, moi, je veux bien te soutenir. Je te mets un montant. Un autre ami qui dit aussi, je te mets un montant. Les membres de la famille qui disent, OK, je mets aussi un montant. Voilà. Et puis, c'était pour des petits pourcentages, hein, vraiment 0,1, 1%, un truc comme ça. Mais vraiment, c'était plus du soutien qu'autre chose. Vraiment des gens qui croient et qui te permettent d'avancer. Et donc, c'était comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, pour aller plus vite, nous avons 6 entités en RDC, donc 2 à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Goma, donc au Rwanda, en Ouganda et le e-commerce en Belgique. Et on continue à grandir, à tout exploser. Voilà. Non, c'est bien. Ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est que tu as souhaité aider d'autres femmes. Et surtout le fait que d'autres femmes viennent vers toi pour encore agrandir ton entreprise. Exactement, ouais. C'est un bon signe. Parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est bien que tes proches à toi t'ont vu grandir et ont voulu investir dans ton entreprise. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, tu avais déjà structuré. Et donc, tu peux aussi montrer des chiffres, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Ah oui. Oui, parce que sinon... Même les amis de la famille ne vont pas investir. Ouais, faut dire que la partie des chiffres, quand même, mon mari a eu pas mal de travail là derrière. Comme lui, il était déjà entrepreneur, c'était un peu plus facile de nous montrer la voie. Donc, il nous a toujours aidés du côté des chiffres parce que, comme j'ai dit, moi, je suis juriste, donc je suis plutôt lettre qu'autre chose. Je sais de faire des essais, mais quand il faut faire des Excel et des balance sheets et tout le reste, c'était pas moi. J'ai dû apprendre à la dure. Et ça, c'était très, très dur. Et je peux comprendre des gens qui commencent des business par passion. À un moment donné, il faut passer le cap. Je me souviens, mon mari qui m'embêtait pour me dire « Non, tu dois apprendre. C'est quoi un balance sheet ?» Je dis « Mais c'est à ça que tu sers. » Je sais pas, moi. Et donc, il a dû carrément mettre un comptable pour m'apprendre ce que c'est un balance sheet, pour m'apprendre comment est-ce qu'on fait toute la comptabilité derrière. Oui, mais c'est vraiment très, très important pour les entrepreneurs d'apprendre ça. Oui, je le vois même dans mon propre cas. C'est aussi quelque chose que j'aime. J'aime les chiffres pour dire on a vendu autant, tout va bien. Mais ce genre de chiffres, moi aussi, j'aime bien. Mais pour dire on a fait autant de bénéfices, autant de CA, de profit et de exactement. Mais tout ça, c'est quoi? Mais c'est super important et c'est que maintenant que je me focalise un peu plus dessus et pas juste donner à un comptable. Exact. Il faut vraiment suivre et comprendre. Non, il faut le comprendre parce qu'en fait, au départ, surtout quand on lance son entreprise, on est son propre comptable, on est son propre marketing person, on est son propre... tout le reste, en fait. On fait tout soi-même. Et même si on a un comptable, on peut faire confiance à 100%, mais si on ne comprend pas ce que le comptable fait, au final, ça sert à rien. Parce qu'il suffit que ce comptable parte. Il suffit que ce comptable te trahisse pour que en fait. Voilà. Donc, c'est super, super important, surtout pour les gens qui commencent et que les entreprises ne sont pas encore très, très compliquées pour vraiment déjà comprendre comment est-ce que ça se passe. Il faut être très, très près de ses sous, quoi. Ok, super. Maintenant, tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, donc tu as commencé avec Facebook, tu nous as dit. Là, je suppose que tu faisais toi-même des photos avec ton téléphone, on poste. Tu faisais comment? C'était exactement ça, en fait. Au départ, moi, j'étais vraiment pas réseaux sociaux. J'avais pas de page perso sur les réseaux sociaux ou quoi. Donc, j'ai commencé par Facebook. Et à l'époque, on a commencé en 2016. Donc, c'était l'époque où Facebook, c'était la gloire. Donc, on avait encore des engagements. Voilà. En fait, quand on a commencé, comme j'ai dit, même les sponsoring, les ads sponsoring, à l'époque, ça coûtait rien. Je me souviens, on prenait des photos, des extensions. Franchement, c'était très primitif. On prenait 3 boules de perruque comme ça, on met comme ça, on prend une photo, on met sur Facebook, on fait le sponsoring. Je mettais $5 que j'avais 10 000 views.
Oh, wow. 10 000 commentaires, 10 000, tout le monde qui envoyait des messages. C'était tellement facile à l'époque. Et évidemment, après 2016, 2017, pouf, l'engagement algorithme, etc., en tout cas, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils savent, Facebook a complètement tué le truc. Donc, il fallait travailler encore plus dur pour avoir de la visibilité sur Facebook. Donc, c'était un peu comme ça qu'on a commencé sur les réseaux sociaux. Et après, je ne peux pas parler de réseaux sociaux et de Zuri sans parler de Priska Telito, de Prisket. Prisket, aujourd'hui, c'est l'égérie de la marque. C'est elle que je vois. Je pensais que c'était ta sœur. Je savais pas bien placer. En fait, on a une relation de famille. C'est la belle-fille de ma sœur. Mais Priska a commencé en tant que cliente chez Zuri. Ouais. Donc, elle a commencé en tant que cliente chez Zuri. Elle a aimé les produits. Franchement, ça, c'était quelque chose qu'on faisait chez Zuri. À chaque fois qu'il y avait une cliente, comme on était sur les réseaux sociaux, on commençait sur Facebook, il fallait qu'on crée les contenus. Et la majorité de nos contenus étaient créés par nos clientes. Donc, en gros, les clientes qui venaient, qui étaient très contentes de poser avec juste le sac, parce qu'on n'avait pas de service, du coup. Elle ne pouvait pas juste mettre sa perruque ou ses extensions. Juste le sac. On avait du champagne. On donnait du champagne à nos clientes. Quand je dis champagne, ce n'était pas du Moët et Chandon. C'était, du champagne de $10, mais un petit verre à la cliente. Elle se sentait trop bien. Elle prenait la photo. À un moment donné, c'est devenu a thing de prendre des photos chez Zuri. Ah oui, moi aussi, avait des clientes, juste pour ça. On avait des clientes qui nous envoyaient un message: Madame, j'ai pris ma photo chez Zuri, vous n'avez pas posté, c'était pour garder dans vos téléphones ou quoi? Postez-moi, madame. Et donc, tellement la page s'agrandissait, donc les clientes voulaient qu'on les poste et qu'on les tague. Voilà. Et donc, après, Priska, retournant à Priska, elle a commencé en tant que cliente, elle est venue, elle a acheté ses produits. Elle a acheté des rouges à lèvres. C'était les premiers produits qu'elle a achetés. Le lendemain, elle envoie à ma sœur une photo. Voilà, j'ai fait une petite pub pour votre marque, etc. On poste. Deuxième jour, elle poste. Elle achète des extensions, elle poste. Directement, j'ai dit à ma sœur, j'aime beaucoup cette fille. Je trouve que c'est très, très gentil de sa part de tout le temps prendre des photos pour nous, pour qu'on ait des posts à mettre sur les réseaux sociaux. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux pas lui proposer d'être carrément brand ambassadrice, tu vois, brand, c'est pas énorme, mais je me dis, mais oui, pourquoi, Et donc, on lui a proposé, elle l'a fait avec le cœur. Ça se voit. C'était même pas comme si on lui offrait de l'argent à l'époque, on lui offrait rien du tout. On lui offrait peut-être des petits discounts par-ci, par-là. On lui offrait même pas des produits gratuits. Elle a fait avec le cœur et c'était pour soutenir un peu sa famille aussi. Et parce qu'elle aimait aussi le produit. Elle aimait beaucoup le produit. Ça partait de là. Ça part d'abord de ça, Elle aimait beaucoup le produit et donc, elle avait même pas de page sur les réseaux sociaux. Elle était peut-être sur Facebook. Et moi, je lui dis, Priska, pourquoi tu ouvres pas une page sur Instagram? C'est moi qui ai ouvert sa page Instagram. Elle me dit, mais moi, je suis pas trop sur Insta, je suis sur Snap. Écoute, ouvre une page sur Instagram, comme ça, on peut taguer à chaque fois, etc. Et donc, aujourd'hui, Priska est avec nous, je pense, depuis 2017. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, ça va faire 7 ans plus tard qu'elle est toujours l'égérie de la marque. Elle fait partie du DNA de Zuri, elle fait partie de notre famille. Donc, après Priska, on a eu pas mal de brand ambassadrices dans différentes entités. Donc, aujourd'hui, à mon avis, on va compter peut-être 30 ou 40 brand ambassadrices dans différents pays, dans différents... Voilà. Super. Donc, ça fait maintenant une très, très grande partie du marketing de Zuri. Et c'est ça qui fonctionne bien, je trouve, quand elles sont contentes du produit. Et ça se voit surtout avec Pris. Parce que moi, je pensais vraiment qu'elle faisait partie de l'équipe. Ah bah oui, aujourd'hui. Oui. Mais que c'était vraiment depuis le début. J'avais pas trop compris si c'était vraiment comme une influenceuse ou si c'était vraiment en interne. Ah bah oui, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, quand ils me voient peut-être faire des interviews ou des trucs comme ça, ils me disent « Ah bon ? D'où est-ce qu'elle vient, celle-là? Parce qu'on sait que Zuri, c'est Prisket, en fait. Oui, moi, c'est ça que je pensais. Zuri, c'est Prisket, Zuri. Et voilà, donc, elle porte tellement bien la marque qu'aujourd'hui, on ne s'est pas dissocier Zuri de Priska. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui se sont inspirées par Priska. Et il y a eu tout le travail qui est fait derrière. On a une grande équipe marketing maintenant qui aide pas mal à suivre. Parce qu'au départ, c'est vrai que aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, on a plus de 500 000 followers sur les différentes plateformes. Donc, on est sur Instagram, on a plusieurs pages différentes, plusieurs langues, tout le reste.
TikTok, etc. Donc, il faut une équipe équipe qui gère solide ça. pour pouvoir répondre à toutes les questions, etc. Ouais. Et comment tu choisis tes brands, tes ambassadrices? En fait, tout part de, comme on a dit tout à l'heure, il faut d'abord aimer le produit, il faut d'abord tester le produit. La majorité des brands ambassadrices que nous avons choisis, Mmh. parce que je dois avouer qu'aujourd'hui, on est passé de nous aller démarcher et chercher les brands ambassadrices, OK. aujourd'hui à des brands ambassadrices qui viennent vers nous. OK. Ouais, qui viennent Qui vers nous qui font pour une demande, je veux vouloir être exactement, OK. je veux bien travailler avec Zuri. Donc, au départ, pour nous, c'était très, très naturel, hein, en fait. Comme Priska, c'est des gens qui... Et on a gardé cela. Même aujourd'hui, quand les brands ambassadrices viennent vers nous, Mmh. en majorité, on leur demande d'abord d'utiliser les Ouais. produits Zuri, d'utiliser les services de Zuri. Mmh. Et si elles sont convaincues, parce qu'en fait, c'est en fait le fait d'être convaincue par le produit qu'elle va pouvoir convaincre les autres. Ouais. Parce qu'avoir une brand ambassadrice qui fait joli, juste voilà, j'ai reçu un produit de Oui, tel, avec un c'est code, joli, voilà, voici mon code, allez Mmh. acheter, allez acheter, allez Mmh. acheter. C'est pas la même chose. Ouais. C'est vraiment quand quelqu'un parle du cœur, voilà, j'ai utilisé vraiment ce produit et les gens te voient déjà avec ce produit, Mmh. ils savent très très bien. Et tu sais en parler parce que tu l'as bien utilisé. Ouais, Donc ça fait partie des requirements que nous avons, ouais, l'utilisation super. des produits. Ouais. Moi, je fais la même chose dans mon entreprise. C'est aussi Mm. qu'ils doivent d'abord être clients Exact. avant d'aller vendre ou d'en parler aux autres. Je trouve que c'est super important qu'ils soient convaincus du Ouais. produit parce qu'on voit la différence quand c'est juste pour un billet que tu as reçu, que tu fais la pub Tout à fait. ou que tu aimes Mm. le produit. Et quels sont les conseils que tu peux donner? Donc, tu as ton premier salon. Comment tu fais pour le dupliquer ou pour agrandir? Ouais. Alors ici, pour moi, comme j'ai dit dès le départ, il faudrait absolument, mais maximiser l'utilisation de la technologie. D'accord. Ouais, ça c'est très 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 important. En fait, aujourd'hui, c'est même pas créer sa propre technologie. Mhm, Parce qu'au départ, quand nous on a commencé, c'est vrai que notre secteur est assez niche, mhm. qu'il n'y a pas forcément, excusez-moi, des technologies qui sont faites pour avoir ce genre d'animal, en fait, qui est devenu Zuri aujourd'hui, Mhm. avec les produits d'un côté, les services d'autre côté, etc. Euh, mais il y a pas mal de plateformes technologiques qui peuvent aider, par exemple, au niveau de la comptabilité. Mhm. Il y a des plateformes comme Xero, par exemple, qui existent. Zéro, je Xero, regardais. c'est très, très important. Ça va être intégré. OK. Il y a des plateformes qu'on va utiliser pour la gestion des opérations. OK. OK. Ces plateformes-là, tu vas les mettre dans toutes tes différentes entités. Tu vas avoir ton inventaire dessus, tu vas avoir tes ventes dessus, ta clientèle, tes produits, tout le reste. Un peu comme Shopify. OK. OK. Shopify, ici, c'est ce que tout le monde utilise un peu en Europe. C'est un peu comme Shopify, mais tu vas avoir ça dans toutes tes entités. OK. Mhm. Donc, tout est intégré. Alors, tu vas intégrer cette plateforme avec la plateforme de comptabilité. OK? OK. Ça va te permettre à ce que lorsque tu vas sur la plateforme comptabilité, tu vas avoir directement ce qui se passe. Donc, tes ventes vont être directement comptabilisées. Tu vas avoir tes balance sheets et tout le Mhm. reste qui se fait automatiquement parce que OK. c'est intégré avec ton système de gestion. OK. OK? Tu vas avoir d'autres plateformes qui vont intégrer peut-être cette partie-là avec un e-commerce. Mhm. Donc, ça veut dire que le e-commerce va savoir ce que tu as en stock dans tes entités physiques pour pouvoir les proposer à des clients. Mhm. Et tu vas avoir d'autres plateformes qui vont intégrer tes réseaux sociaux avec tout ça. Oh, wow. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on a des réseaux sociaux, mais malheureusement, il y a pas mal de personnes qui n'utilisent pas au maximum leurs réseaux sociaux, Mhm. qui ne regardent pas les insights des réseaux sociaux. C'est quoi les insights? Les pour toi? insights, c'est un peu le behind. Les statistiques? Les statistiques, voilà. Donc, en gros, tu as tes statistiques qui te disent... Je me souviens encore au départ, quand on avait lancé Zuri, quand je regardais les statistiques, je me dis, mais on est à Kinshasa, on fait des pop-up shops dans Mhm. différents endroits, mais je regarde quand même que 48% de notre following de Facebook vient d'Angola. On n'a jamais été en Angola. On n'a jamais fait de pop-up shop en Angola. Et tu te dis, mais en fait...
Ça te dit déjà quelque chose. Tu as un following dans un endroit comme celui-là. Tu as un following. Ça peut, voilà, il faut bien regarder tout ça. Voilà, donc tout ceci, si tu arrives à les intégrer avec tes différentes plateformes, ça peut te créer quelque chose de beaucoup plus puissant, en fait. Donc malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de technologies qui nous permettaient d'intégrer surtout les réseaux sociaux. Pour nous, les réseaux sociaux, c'est la force de l'entreprise. D'accord. Donc, si tu trouves un moyen à les intégrer, on a dû créer carrément notre propre dashboard. Et ça vient évidemment avec le temps, quand voilà, on a un peu plus de cash peut-être pour investir dans ce genre de choses. Notre propre dashboard aujourd'hui qui nous permet maintenant d'intégrer tous ces différents trucs. Ok. Aujourd'hui, on sait voir combien de clientes on retient sur l'année, combien de clientes passent sur Kinshasa, sur le Lubumbashi, etc. Ok. Combien viennent d'Instagram? Ça, c'est super important. Parce que ça, c'est le plus difficile. En Europe, quand on a un e-commerce, c'est très facile. Shopify va te le dire directement que cette cliente est venue de Instagram, elle est passée sur ton site 3-4 fois avant de convertir et de faire un achat. Mais quand tu as des entités physiques, c'est très difficile parce qu'il y a cette déconnexion entre celle qui vient, sauf si tu lui demandes comment est-ce que vous avez connu Zuri, elle va te dire Instagram, là tu fais à la main. Mais c'est vrai que c'est important de créer ce dashboard maintenant qui te permette de tout mettre en place et de créer maintenant des données qui sont très, très importantes, des données qui peuvent être intéressantes pour une entreprise, je sais pas moi, telle que si jamais L'Oréal voulait venir ouvrir en local, ils auront besoin de toutes ces données que maintenant on est capable de créer pour eux, quoi. Donc, tu as commencé au Congo, toi-même, avec tes sœurs, la voiture, et après, tu as dû engager. Au Congo. Comment ça s'est passé? C'était facile? C'était difficile? Parce qu'on entend souvent le vol, les produits. Tout le monde a un peu peur. Ouais. Alors, en fait, les ressources humaines sont... En fait, c'est super challenging de trouver du talent, surtout en Afrique. Faut se souvenir qu'on part d'un secteur très, très informel, donc où les gens peuvent être très, très talentueux, mais ne sont peut-être pas très, très structurés. Il n'y a pas de training derrière. On n'a pas des très, très grandes écoles de beauté où les gens vont aller se former, etc. Donc, il faut tout faire soi-même. Donc, ça veut dire que ici, une grande partie de nos employés sont des coiffeurs. Les coiffeurs en Afrique sont très, très volatiles. Donc, en gros, ils viennent aujourd'hui, il suffit qu'on lui offre $5 de l'autre côté pour qu'ils partent avec tout ton training que Fanny's Beauty aura. Voilà, elle vient de Paris pour faire sa formation demain, bye bye, voilà. Donc, c'était très, très difficile, mais en même temps, quand on se rend compte, et encore, je répète, Fanny, elle a été très, très importante, franchement. Le jour où elle m'a parlé de training et qu'il fallait qu'on fasse un paiement, même si elle nous a fait un discount, je me suis dit, mais j'ai même peur d'investir parce que, voilà, s'ils partent, qu'est-ce qu'on va faire? Elle m'a dit, Gisela, tu sais, le plus important pour toi, c'est d'avoir des employés qui sont trained. Pourquoi? Parce que ton employé, même s'il reste 1 mois, même s'il reste 2 mois, c'est la personne qui est devant ta cliente. C'est la personne qui est en contact direct avec ta cliente. Tes clientes ne te connaissent pas forcément. C'est cette personne-là qui est devant la cliente. Autant avoir quelqu'un de bonne qualité qui reste pendant 2 mois, qui reste pendant 3 mois, mais qui parte après, mais que ta cliente soit constamment avec quelqu'un qui est vraiment de qualité. Et aujourd'hui, je le vois très bien. Donc, ça a été très difficile, mais on a dû mettre des structures en place qui permettent de retenir les gens, même si c'est difficile, de les former, avoir des équipes. Et au plus on grandit, au plus on se permet, en fait, C'était très, très important de pouvoir avoir une équipe marketing, par exemple, de qualité, avoir des gens qui ont une bonne formation en termes de gestion des opérations et tout le reste. Donc, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on n'est pas très, très loin d'être 100 chez les Zuri. Voilà. Donc, ça reste très challenging, mais c'est quand même une force aussi de l'entreprise en même temps. Waouh, 100, c'est beaucoup. Félicitations, c'est bien. C'est beaucoup, on le sent tous les jours. Non, c'est bien parce qu'en Afrique, il y a tellement de gens qui cherchent du travail. Donc, oui, ça aide aussi ta marque, mais c'est quand même sans famille
que tu aides, en fait. Exactement. En fait, et moi, en fait, je suis très, très fière de, en tout cas, ce que Zouri a pu faire en termes de ressources humaines, particulièrement parce que quand je dis qu'on est 100, on est 100, mais on a peut-être 60 coiffeurs là-dedans. Wow. 60 coiffeurs. Et quand je dis des coiffeurs, et 80% de femmes. 80% de femmes. Et ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui sont à la maison, c'est des femmes qui se battent tous les jours, qui ont des enfants. Et quand on regarde la culture africaine, c'est que ça peut être la femme qui travaille et qui ramène l'argent à la maison et que son mari à la maison, mais quand même, quand elle revient à la maison, c'est elle qui a toute la responsabilité des enfants, de la cuisine et tout le reste. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est capable de former des gens. Aujourd'hui, je peux aller sur la rue, vraiment. Aller à la rue, récupérer une personne lambda et dans un mois maximum, cette personne-là devient un coiffeur très, très bien formé. En fait, et cette possibilité-là nous a permis non seulement d'aider des personnes à être employable ou à bien travailler chez Zouri, mais après qu'ils partent de chez Zouri, ils ont un bagage. Ils ont un bagage, ils sont très facilement employable dans d'autres entreprises. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est victime de poaching partout où on est. Parce que vous les avez bien formés. Exactement. Et pour nous, c'était l'idée dès le départ. Je l'ai dit, je voulais vraiment créer une entreprise qui ramène le plus de femmes que possible. Parce que ces femmes-là, finalement, c'est ça, les expertes dans le secteur de la beauté. Et si on peut en ramener un grand max dans le secteur de la beauté, demain, on en a plusieurs qui partent de chez nous et vont ouvrir leurs propres entreprises. Ah, ça aussi, vont créer. Voilà. Ça nous fait mal, je ne veux pas mentir. Des fois, quand on a des gens qui viennent et on a travaillé pendant très longtemps ensemble et au final, c'est pas tout le temps qu'ils partent que ça se termine très bien. Mais en même temps, deep down, je suis un peu fière. Je me dis, attends, cette personne a travaillé avec Zouri pendant 7 ans. Aujourd'hui, elle est sa propre employer. Elle a des employés. Donc, en fait, ça rend Zouri et nous des multiplicateurs de succès. Donc, en gros, on continue à faire ça même en dehors de Zouri. Ça, c'est génial. Et aussi multiplication d'excellence, vu que Zouri, c'est l'excellence. Et donc, quand ces femmes vont ouvrir leur propre salon, ça sera aussi l'excellence. C'est ça qui est bien. Au standard de Zouri, je peux espérer. Ah ben c'est bien, super. Et maintenant, côté lifestyle, famille, comment tu as pu gérer tout ça, le côté, parce que tu t'es mariée, tu as des enfants. Comment tu gères tout ça? Eh bien, je ne vais pas mentir, c'est très, très difficile. C'est très difficile de faire les deux, de travailler et d'avoir des enfants, surtout en très bas âge. Je me souviens, on a dû voyager pas mal. Mon fils, il avait que 1 an, qu'il avait déjà été dans 11 pays à son premier anniversaire. Mais c'est très, très important d'avoir une famille qui te soutient, d'avoir surtout un mari qui te soutient. Il est ici, c'est pas pour ça que je le dis, mais... Non, franchement, j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient. La preuve, il est ici. Oui, là. Aussi. Donc, il n'y a pas que mon mari, il y a aussi mes sœurs. Ma sœur Bernadette, par exemple, elle a géré Zouri RDC pendant 7 ans. Elle a été à la tête de Zouri RDC pendant 7 ans. Elle a géré plusieurs employés. Et quand on a commencé Zouri, elle était enceinte, gravement enceinte. Je me souviens encore que le jour où on était au boulot, à un moment donné, elle me dit « Écoute, je me sens pas très, très bien. Et là, c'était notre premier magasin. Elle est allée accoucher. Elle est allée Oui, tout à fait. Et elle avait son jeune bébé, qu'elle faisait encore des va-et-vient. Les clientes venaient chez elle, elle avait son bébé, elle était là. Voilà, jusqu'aujourd'hui, elle est project manager de Zouri, du groupe. Mais voilà, donc mes sœurs, il y a pas que celle-là qui travaille avec Zouri. Même les autres qui ne travaillent pas avec Zouri, ma sœur Gracia qui a commencé, celle qui faisait les va-et-vient, elle habite aux États-Unis maintenant, mais c'est elle qui se... tapé Massina et tous les autres endroits. Mes parents, n'en parlons pas, ils sont toujours à toutes les ouvertures. On a ouvert un nouveau magasin à Kolwezi, un nouveau Zouri à Kolwezi. Oui, j'ai vu le week-end dernier. Moi, j'y étais même pas, mais mes parents ont pris le vol. Mes parents vont avoir 70 ans. Wow. Mais ils font tout pour être à toutes les ouvertures, même quand moi, je suis pas là.
Donc, c'est très, très important d'avoir une famille et un entourage qui nous encourage. Mhm. Et franchement, j'encourage vraiment les entrepreneurs à essayer vraiment de puiser de la force de leur entourage. Non seulement la famille, mais aussi les amis, mais aussi, voilà, donc ça aide pas mal. Évidemment, il ne faut pas oublier ses responsabilités en tant Ouais. que maman, en tant que femme. Évidemment, c'est vrai que le travail, j'ai du mal et, et il est là, il me dit encore que je suis workaholic, j'ai mon téléphone un peu partout, je suis un peu accro à mon téléphone, Oui. répondre aux messages à 3 heures du matin. Mais La il même faut pas chose. oublier quand même le plus important, l'éducation de ses enfants, Ouais. l'éducation, ouais. On voyage pas mal, c'est vrai, mais c'est important quand même de garder cette place-là Mhm. dans tout ce que l'on fait. Mais je pense qu'on est entrepreneur, le côté workaholic, je pense pas que ça part. On n'y peut rien. Oui. Parce que même en vacances, André, là, il y a encore d'autres idées Ouais. qui viennent, ça n'arrête pas. Exactement. On n'y peut rien parce que quand on travaille pour soi-même, je me souviens quand je travaillais dans le cabinet, c'était facile parce qu'à 17h, enfin à 17h, Oui. à Chez 3 toi, heures du c'était matin, à très... 10h. Non, non. Quand je travaillais pour la boîte anglaise après le Oui. cabinet, parce que le cabinet, ça, c'était autre Ok. chose. Mais pour après, c'était 18h. Quand je suis à la maison, j'oublie. Oui. C'est pas mon problème. Ouais. C'est le problème de la boîte. C'est pas moi qui gère tout le reste. Mais quand on est entrepreneur, on dort, on pense à, ouh là là, on n'est pas encore niveau chiffre, c'est pas Ouais. encore tout à fait ça. On est déjà le 15. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? S'il y a Payer les quelqu'un qui part, salaires, il suffit juste qu'il y ait quelqu'un de senior, ou même pas, hein, qui parte, que tout retombe encore sur toi. Ouais. C'est pas grave, hein, même si je sais pas, tu vas dire on a 100 employés, etc., c'est pas assez. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de fois, je me retrouve dans les salons à laver les cheveux des gens parce qu'en décembre, par exemple, il y a assez de trafic en décembre. C'est Pour le les plus fêtes. gros mois, voilà, pour les fêtes. À un moment donné, tu es dans le salon, même si tous les employés sont là, mais tout le monde met la main à la pâte. Je veux voir des cheveux par terre, je vais ramasser un balai, voilà. Et voilà, on s'entraide et on travaille comme ça. Quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix. Le secret, c'est vraiment d'essayer de former tout le monde à mettre la main à la pâte. Personne ne peut être coincé dans son rôle. Voilà, je suis directeur marketing, etc. Voici le travail que je fais. Ah non. Tout le monde, vraiment chez Zori, et ça, je le vois et j'apprécie vraiment toute notre équipe pour ça. Tout le monde rentre dans les travaux de tout le monde. Notre directeur marketing, il est assez senior, il a un vrai background derrière lui. Il a travaillé pour plusieurs entreprises en France, etc. Mais quand tu le vois, même avec les coiffeurs, il dit « Ah mais madame, comment est-ce que vous n'avez pas servi le champagne à telle ou telle personne ?» Il est dans les salons. Oui, il reste combien de perruques parce que là, on est derrière les chiffres, etc. Donc, c'est vraiment cette culture-là qui est dans culture toute de l'entreprise. Exact. Non, c'est une bonne chose. Et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi, que tu aimerais transmettre à tes enfants? Je pense que déjà, le travail, ça c'est la première chose. Vraiment être très travailleur, que ce soit pour mon fils ou pour ma fille. En Afrique, il y a plusieurs familles qui ont cette tendance de privilégier un peu les garçons. Oui. Privilégier un peu les garçons et peut-être faire plus travailler les filles. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de leur apprendre à travailler. Et mon père nous disait quand on était petit, travailler jusqu'à ce que la tête fasse mal. Si la tête fait pas encore mal, c'est que t'as pas fini de travailler. Et on a toujours ça. On est parti, mais vraiment partout où on va avec ça. Travailler jusqu'à ce que la tête fasse mal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'honnêteté. Vraiment être honnête. Être honnête envers soi-même. Être honnête envers les gens qui sont autour de nous. Pour moi, je trouve que ça, c'est très, très, très important. Et moi, je suis croyante. Donc, pour moi, la prière, c'est très important. Mes enfants, je leur apprends à prier. Avant de dormir, je vois mon fils des fois qui vient « Maman, on n'a pas prié !» C'est bien. Donc voilà, il me rappelle, on fait notre Père avant de dormir. Et ma fille qui me dit « Non maman, est-ce que moi je peux faire une prière en anglais ?» Et donc elle va faire sa propre prière. Pas notre Père, pas tout le reste qu'on lui a appris. Elle, c'est vraiment « Thank you God for my family, thank you God for this and that ». Et moi je suis très fière parce que c'est ma mère. Ma mère est très 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 croyante. Et c'est comme ça qu'on a été élevés. Et elle a été élevée comme ça. Donc je suis assez fière de leur apprendre tout ça, quoi. Ok, super. Et si tu devais dire 3 conseils
à une femme qui souhaiterait se lancer dans ton univers, aller dans le beauty, dans la beauté, dans le Ouais. secteur de la beauté, Mhm. ce serait quoi? Pour moi, ce serait la première chose, n'attends rien. N'attends rien du tout, fonce, fais-le déjà. Il y a beaucoup de femmes qui attendent d'avoir un énorme montant pour se Pour commencer. lancer. Il y a beaucoup de femmes qui attendent d'avoir, je sais pas moi, d'être riche pour commencer. Mais en fait, non. On peut commencer avec 0 montant. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens. Comment est-ce qu'elles font, les influenceuses? Elles ont un téléphone, elles commencent à se filmer 1 jour, 2 jours, 3 jours après, tu as une Didi Stone. Ouais. Qui a commencé, ok, on va parler de son père, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a commencé à faire des photos, etc. Il y a moyen de commencer avec 0 et vraiment se lancer si on est passionné. C'est justement la deuxième chose. Choisis quelque chose qui te passionne vraiment. Parce qu'être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps. Ça prend tellement de temps que si tu n'es pas passionné, à un moment donné, tu vas lâcher. Quand ça devient difficile, tu vas vouloir lâcher. Voilà. Mais si c'est quelque chose qui te passionne vraiment, même dans les galères, tu arrives quand même à continuer et à te pousser jusqu'au bout. La troisième chose, et peut-être la plus importante, formalisez-vous. Vraiment. J'aurais pas cru que tu allais dire ça. Formalisez-vous, formalisez-vous. C'est bien de temps en temps de se dire, voilà, je peux faire un peu plus en black, je préfère continuer en black. Mais si tu veux travailler en black et rester en black, malheureusement, tu resteras toujours dans l'obscurité. Si tu veux sortir du black, tu dois créer quelque chose d'impact, quelque chose qui a un impact sur ta communauté, un impact sur tout ce que tu veux faire. Tu dois absolument te formaliser. Tu dois absolument arriver à un point où tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Donc, pour moi, c'est vraiment les 3. Ok, super. Et les prochains projets de Zuri que tu aimerais partager avec nous? Alors, il y a un projet super excitant que je ne peux malheureusement pas partager, mais je peux vous dire que ce sera pour l'année prochaine. Franchement, tout ce que je peux demander. Merci de suivre tous nos réseaux sociaux. Suivez toutes nos pages parce que ça va être quand même life-changing. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très, très longtemps et qui va exploser, qui va aller au-delà des frontières que nous avons aujourd'hui, des frontières de l'Afrique. Donc, c'est un projet assez intéressant et qui va avoir un impact sur beaucoup de femmes, surtout les femmes noires, les femmes métisses, tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on n'arrête pas de se développer et de s'étendre dans différents endroits. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà en Belgique, aujourd'hui, on est là à travers notre e-commerce que je vous invite d'office à découvrir. Mais on aimerait bien aller plus loin et avoir un espace physique. À Bruxelles? Oui, à Bruxelles. Ça, je peux dire. Super. J'ai le droit. Voilà. Mais en même temps, voilà, ça s'est pas encore fait. Donc, on espère, on prie que ça se passe bien. Et, mais j'aimerais quand même inviter les gens à nous soutenir. Ouais. Parce que, on ne sait pas le faire si les gens ne nous soutiennent pas. Et on ne sait pas être ici à partager notre histoire si les gens ne nous soutiennent pas. Donc, les gens nous aident à créer cette histoire qu'on est occupé à partager pour peut-être aider les autres aussi. Donc, c'est ça. C'est un peu les projets pour l'instant. Et le e-commerce, c'est quoi le site? myzuri.com. Donc, www.myzuri.com. Ouais. Et donc, sur ce site, pour l'instant, on a des différentes collections de perruques, mais très rapidement, on va rajouter aussi les autres produits. Les produits capillaires. Exactement. Et aussi cosmétiques. Ouais. Et le warehouse, il est ici en Belgique. Donc, les livraisons se font en D1 un jour, au grand maximum 2 jours. Ok. Ouais. Donc, en France et partout ailleurs. Ok, super. Ouais. Il y a aussi une page Instagram qui porte ton nom, Gisèle Avanouk, où tu montres un peu le côté derrière ta famille. C'est très beau à voir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu mets notre beau pays en avant. Ça te tient à cœur? Absolument, ouais. Pour moi, c'est assez important. Comme je disais avant, j'étais pas très, très réseaux sociaux. Mais avec le développement de l'entreprise, je trouvais que c'était très intéressant et très important de
montrer un peu une vie d'entrepreneur, une vie de maman, parce qu'on en parle, hein. C'est vrai que c'est difficile, montrer que c'est possible. Ouais, Que c'est c'est trop important. possible de lancer une entreprise, montrer mes galères, Mhm. montrer mes réussites. En même temps, on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux des gens qui ne font que réussir. On se dit que finalement, Ouais, ça nous déprime presque un peu. On se dit: «Ouh là là, il y a que moi qui galère, en fait». Mais c'est super important de montrer, vraiment le parcours, ouais. hein. Les gens qui nous suivent depuis très longtemps voient le parcours, voient, des fois quand c'est difficile. Mhm. Pendant le covid, par exemple, comment est-ce qu'on a pu gérer? On a ouvert notre entité à Lubumbashi après le covid, donc il a fallu tout trouver en local, montrer un peu ce qui est bien dans les différents pays. Ouais. Surtout que pour nous, nous sommes dans différents pays, nous sommes dans différentes capitales et certains un peu plus controverses que d'autres. Ouais. En tant que Congolaise, je le dis, hein, parce que c'est la vérité, je n'ai jamais caché. Donc pour moi, c'est vraiment important de montrer l'être humain. Mhm. C'est vraiment montrer que la femme, elle est la même partout. Ouais. Pour nous, on n'est pas politicien, on est entrepreneur, mais on est humain aussi en même temps, hein. On a pas mal de backlash de temps en temps pour nous dire comment est-ce que vous pouvez investir. Déjà, bon, on était dans tous ces différents endroits avant les gros problèmes, mais en même temps, c'est important de montrer que la femme nous soutient partout où on est. Donc D'accord. aujourd'hui, on va au Kenya, il y a des gens qui nous disent mais pourquoi vous ouvrez pas ici, on attend, Mhm. pourquoi vous ouvrez pas en Afrique du Sud, pourquoi? Voilà. Et tout ça, ça nous montre qu'en fait, qu'il y a le monde qui nous regarde, il y a le monde qui regarde notre parcours. Ouais. On va peut-être investir dans un pays peut-être où voilà, les choses sont un peu controverses, mais même là-bas, on nous soutient. Mhm. Même chez nous, on nous soutient. Donc ça, c'est très important de montrer. Et je montre plus ça sur ma page qu'autre chose. Ouais. Vraiment le soutien qu'on a d'un peu partout. Et c'est vraiment beau à voir et c'est inspirant. Mhm. Voilà, donc essayez vraiment d'aller au-delà de tous les problèmes qu'on peut avoir autour de nous, vraiment pour créer cette unité entre femmes, entre humains. Super. En tout cas, Gisela, merci. C'était super inspirant. Surtout, je savais pas que c'était sans employé. Ça me challenge. Ça donne envie d'aller plus loin. Et surtout aussi le point que tu as dit de la formalité. Mm. C'est vrai que pour moi aussi, c'est un peu une peur, parfois, si je peux dire. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, tu nous montres que c'est possible, en fait, et qu'on peut voir grand. Et qu'en tant que femme, en tant que maman. Et j'aime beaucoup aussi le soutien familial que tu as et les valeurs que tu donnes à tes enfants. Et je t'encourage vraiment à continuer à montrer aussi ton lifestyle sur ton compte personnel parce que c'est ça qui nous... En tout cas, c'est ça qui m'a le plus touchée. C'est pas la page Zouri Ouais. en soi parce que je suis pas si coquette que toi. Si, C'est quand pas, même. c'est pas c'est pas vraiment mon truc. Mais Mm. quand j'ai vu ta page personnelle, j'ai fait, ah, waouh! She's real, hein. Oui, elle est Ouais, vraie. ça rend Elle les est choses un vraie. peu plus real, en Voilà, fait. ça rend vraiment les choses concrètes. Et puis, je dis aussi merci à ma sœur qui nous a mis en relation euh, durant votre événement à Kin, qu'elle a aussi beaucoup apprécié et qu'elle m'avait aussi dit non, elle est vraie. J'ai dit, oh, waouh! Merci. Donc, merci d'avoir dit oui. Je sais que t'as pas beaucoup de temps. Donc, merci d'avoir pris le temps pour ce podcast. Et je suis sûre qu'à travers cet épisode, tu vas inspirer énormément de femmes. Merci. Et à toutes les filles qui nous suivent, on doit acheter ces produits Ah oui. cosmétiques et ceux qui mettent les perruques, acheter ces perruques. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Un si tu as grand encore un dernier mot à dire et après on clôture. Ben, moi, j'aimerais aussi te remercier, vraiment, pour avoir pensé à moi, pour la considération, hein. Vraiment, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Quand je suis invitée à des podcasts, c'est beaucoup de travail que vous faites derrière, que les gens ne voient pas, hein. Les gens vont voir un podcast, on papote et tout, mais on ne se rend pas compte qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Donc, j'aimerais vraiment te remercier. Parce que c'est à travers des gens comme toi, hein, que on sait nous ouvrir des portes, en fait. C'est à travers des gens comme toi. Il y a beaucoup de gens qui vont voir ce podcast qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas nos produits. Et c'est à travers ça, pour moi, c'est ça, en fait, le soutien dont je parlais dès le départ. Donc, un grand merci à toi et un grand merci à ta sœur, surtout aussi. Oui, Ouais. super. Et à toute l'équipe.
Merci, merci Gisela. Donc pour toutes les personnes, suivez ces pages, on va les mettre en biographie, partagez surtout cet épisode et on se dit à très bientôt. À très bientôt.